Hello, hello, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois Anne de l'Estang-Labrousse, en fait, qui va nous expliquer justement tout ce qu'elle sait, enfin voilà, sur le sommeil. Voilà, l'objet en tout cas de cette interview aujourd'hui est concentré sur le sommeil. Anne, bienvenue. Merci Claire, bonjour. Alors, parle-nous un petit peu de toi et de ton parcours professionnel et personnel dans le niveau de détail que tu souhaites. Mhm. Alors, je suis pharmacienne, donc à la base, j'ai une formation donc de pharmacienne, on va dire traditionnelle. J'ai travaillé d'abord dans l'industrie pharmaceutique en tant que responsable affaires réglementaires et aussi dans l'enregistrement donc des médicaments, mais aussi des dossiers économiques, donc pour la négociation de prix auprès des autorités de santé. Et puis, je travaillais essentiellement en oncologie, donc dans tout ce qui va être cancer féminin, donc cancer du sein, cancer de l'ovaire, et on va dire cancer du cerveau, glioblastome, oligodendrogliome, et ce qui impacte aussi les métastases cérébrales. Donc, je suis passionnée, on va dire, par la neurologie. Tout ce qui se passe dans le cerveau est vraiment quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Et au fil de l'eau, avec cette évolution professionnelle dans l'industrie pharmaceutique, j'ai souhaité me réorienter un petit peu, puisque dans le monde de l'oncologie, de plus en plus, on utilise les médecines alternatives. J'ai souhaité aussi m'orienter et me former justement vers ces médecines alternatives. Et donc, j'ai aussi un parcours donc de naturopathe à practiqueur, c'est-à-dire je conseille tout ce qui peut être médecine naturelle, phytothérapie, aromathérapie, acupuncture, médecine traditionnelle chinoise, etc. J'ai une vision, on va dire, un petit peu plus large qu'un pharmacien traditionnel. Et donc, j'essaie au jour le jour d'utiliser l'ensemble de ces thérapeutiques à bon escient, dans le meilleur cadre, donc pour mes patients, puisque j'exerce désormais en pharmacie de ville, donc en officine, comme on dit. Et donc, j'ai complété ma formation, donc au-delà de la naturopathie, par une formation de médecine traditionnelle chinoise, donc au sens large, hein, acupuncture, phytothérapie. Puis, j'ai fait 4 diplômes universitaires, donc faculté de médecine et faculté de pharmacie. Donc, aussi bien en nutrition diététique, en phytoaroma, en médecine du sommeil, donc en prise en charge de l'insomnie, donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et puis, je suis aussi tabacologue. Voilà, puisque je m'intéresse aussi particulièrement au sommeil des fumeurs, qui est un petit peu différent du sommeil des personnes, on va dire, non fumeuses. Et puis, j'ai une dernière spécialité qui concerne la périnatalité, puisque j'enseigne auprès des sages-femmes en formation continue, donc auprès d'un organisme de formation continue, auprès des sages-femmes, donc en phytothérapie, en aromathérapie, puisque l'aromathérapie est très utilisée dans les maternités, hein. Elle peut permettre de déclencher les accouchements, elle peut aider à tout ce qui va être petite bobologie, entre guillemets, au cours de la grossesse ou pendant la ménopause ou toute la vie, on va dire, hormonale féminine. Bien entendu, l'aromathérapie, il faut savoir l'utiliser, hein. Ça peut être dangereux pendant la grossesse. Il y a des huiles qu'on peut utiliser et d'autres pas. Donc, je les forme donc en aromathérapie, en phytothérapie, en nutrition diététique, puisque c'est important pour éviter la prise de poids, on va dire, trop importante pendant la grossesse, et aussi tout ce qui va concerner donc le sommeil, notamment de la femme enceinte. Et pour ma dernière corde, donc à mon arc, je participe aussi à des formations sur le sommeil, dans le cadre, on va dire, des personnels d'entreprise qui sont plutôt en horaire décalé. Donc, ils doivent optimiser leur sommeil, leur temps de travail pour éviter tout ce qui va être accidentologie. Et puis, pouvoir concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Mhm. Super, très très varié en tout cas. Aujourd'hui, en fait, le sujet qui nous intéresse, euh, donc par rapport au sommeil, on va dire que on va parler de deux cas. Le premier cas, c'est avant de tomber en burn-out, voilà, la personne qui travaille, comment ça se fait que son sommeil se trouve un jour, commence à être détérioré en fait. Quelles sont les causes?
Alors, les personnes qui se plaignent en fait de troubles du sommeil, il peut y avoir en fait, on va dire deux grandes causes générales. Soit ça peut être une cause qui est inhérente à une pathologie, donc intrinsèque à la personne. Alors, ça peut être de l'apnée du sommeil, du syndrome des jambes sans repos, maladie de Parkinson, mouvement périodique des jambes, maladie d'Alzheimer. Bon, voilà, ça va être différentes pathologies qui, bien sûr, ne vont pas nous concerner, nous, là, aujourd'hui, mais qui vont plutôt être du domaine du médecin, du neurologue, du cardiologue, du pneumologue, etc. Et puis, il y a d'autres plaintes de sommeil qui vont être associées, alors, soit à une insomnie, on va dire, véridique, si je peux utiliser ce terme-là, ou alors de mauvaises habitudes de sommeil. Et on se rend compte que malheureusement, les gens aujourd'hui n'adoptent pas forcément les bonnes habitudes de sommeil, tout en croyant parfois bien faire. Typiquement, on sait tous que les écrans, hein, ça va être une des premières choses à laquelle on va penser, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est une part extrêmement importante dans notre vie sociale, notre vie professionnelle. Tout le monde utilise les écrans. On sait que voilà, il y a beaucoup d'ados qui vont aussi se coucher avec leur portable, éventuellement sous l'oreiller, ou en tout cas à côté, se réveiller la nuit, regarder. Et on sait que cette lumière bleue qui va être émise en fait par les écrans, elle va bloquer en fait notre libération de mélatonine et nous empêcher d'avoir un sommeil réparateur et un sommeil profond. On sait aujourd'hui que même une interruption, enfin une visualisation très brève de quelques secondes d'un écran de portable, ça va avoir un impact très conséquent sur le sommeil. Mhm. Donc ça va être certainement une des premières causes. Ensuite, ça va être des gens qui vont pas forcément se coucher à l'heure appropriée en fonction de leurs besoins de sommeil, puisqu'on sait que le sommeil, c'est quelque chose de très personnel. Donc, bien sûr, on peut donner des conseils au sens large. Maintenant, c'est aussi à la personne et à adapter en fonction de son sommeil à elle, puisqu'encore une fois, le sommeil, c'est personnel. On sait que voilà, il y a des personnes qui sont plutôt couche-tôt, lève-tôt, hein, ou des personnes qui sont couche-tard, lève-tard. Et ça, c'est quelque chose qui est physiologique, génétique, et ça, on ne pourra pas le changer. Donc, effectivement, si on a un emploi du temps ou un emploi du temps professionnel qui ne va pas cadrer avec cette physiologie personnelle du sommeil, effectivement, ça va être bien sûr plus compliqué. Si vous avez un emploi qui vous impose de vous lever très très tôt le matin et que vous êtes plutôt quelqu'un qui est couche tard, lève tard, évidemment, ça va être plus compliqué. D'autant que la personne aura plus de mal à s'endormir le soir puisqu'elle a ce qu'on appelle un chronotype plutôt du soir, donc couche tard, lève tard. Donc ça peut induire aussi des plaintes de sommeil puisqu'on n'est pas forcément en phase justement avec son chronotype, comme on dit scientifiquement. Donc ça Mhm. peut être ça peut être les gens qui vont se coucher ou s'endormir devant la télévision. On sait que bien sûr, si vous dormez devant la télévision, même si votre canapé il est super confortable, évidemment, ça ne sera pas un sommeil réparateur, un sommeil profond. D'autant plus qu'à un moment donné, on va se réveiller, on va retourner se coucher dans son lit. Donc, bien entendu, il va y avoir une coupure pendant le sommeil. Ça peut être des gens qui vont s'endormir, enfin qui vont aller se coucher plutôt, mais à un horaire qui ne va pas forcément être adapté. On sait qu'il faut aller se coucher quand on a les signes d'appel du sommeil, c'est-à-dire je baille, j'ai les yeux qui piquent, j'ai la nuque raide, je vais changer de positionnement. Ça, c'est valable surtout en voiture, hein, c'est les petits signes qu'on va repérer. Et à ce moment-là, effectivement, c'est à ce moment-là qu'il faut aller se coucher. Mais parfois, les gens se disent, mince, demain, je travaille tôt, il faut que je me lève à 7 heures, donc là, il est tard, je vais aller me coucher. Et ce n'est pas forcément le moment optimal pour elle d'aller se coucher. Ce qui fait que, évidemment, je vais me coucher à un moment où je n'ai pas sommeil, ou en tout cas, je n'ai pas ces signes d'appel du sommeil. Ce qui fait que, de fait, je ne vais pas m'endormir. Donc, ça va commencer à m'énerver. Je vais me retourner. Je vais me dire, mince, là, il faut absolument que je dorme. Demain, je dois me lever tôt, etc. Et c'est un petit engrenage. Donc, c'est important, en fait, de respecter sa physiologie du sommeil et de se coucher au bon moment. Mhm. Voilà, donc ça, c'est
erreurs que les gens ne connaissent pas toujours, qui ont l'air insignifiantes comme ça, mais qui peuvent avoir un gros impact, puisqu'on sait que le sommeil, c'est quelque chose d'important et le temps de repos, avoir un sommeil récupérateur, ça va être aussi très important. Donc, ça peut être des petites erreurs comme ça peut être, j'ai fait du sport le soir, parce que les gens, pendant la journée, n'ont pas forcément le temps de faire du sport. On sait que le sport, c'est important pour la santé, hein. Voilà, les cardiologues, les médecins généralistes, tout ça, ils vous le diront, hein, c'est très important de faire du sport, de monter des escaliers, etc. Par contre, faire du sport le soir, ça va élever la température corporelle. Et on sait que pour bien dormir, il faut justement abaisser sa température corporelle, une température idoine, donc est adaptée. On a tous vu hein, l'été, quand il fait trop chaud, on a tous du mal à dormir parce que justement la température est trop élevée. On sait qu'une chambre, il faut qu'elle soit un petit peu plus fraîche. Et bien, la température corporelle, c'est la même chose. Donc, l'entraînement de foot, de rugby ou de karaté le soir, c'est pas l'idéal pour après avoir un bon sommeil. Et on sait que dans les grandes villes, avec les emplois du temps qu'on a, etc., les gens vont avoir plutôt tendance à faire du sport le soir. Et effectivement, c'est pas forcément adapté. Donc, ça peut être une ou plusieurs petites erreurs comme ça dont on n'a pas forcément conscience qui vont avoir un impact assez important en fait sur le sommeil et de fait avoir un sommeil moins réparateur, un temps de sommeil qui va être moins important et donc des conséquences diurnes évidemment sur la vigilance, l'anxiété, éventuellement de la dépression quand vraiment on a un manque de sommeil qui s'installe dans le temps et qui est difficile à récupérer, ou une irritabilité, hein, on sait tous, voilà, quand quelqu'un est un petit peu énervé, agité, on lui dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe? T'as mal dormi? Mmh. Donc voilà, donc une somme de petites choses comme ça qui vont s'accumuler et qui vont induire ces plaintes de sommeil. Mmh. Et quand on se réveille justement en pleine nuit, par contre, ça c'est encore un autre point, hein, vers 3h30, 4h30, qu'est-ce qui se passe? Et justement, comment on peut faire quand c'est sur ce créneau-là, en fait? Quels sont justement, comment on peut régler ça, en fait, ces problèmes de sommeil, pour le coup? Outre les bonnes pratiques que tu nous as données là, qui sont peut-être plus pour l'endormissement, mais quand on se réveille en pleine nuit, en fait, comment faut faire? Alors, les pratiques que j'ai données là, elles sont aussi pour le maintien du sommeil. Parce D'accord, que ce ouais. qui est important à retenir, c'est que le temps passé au lit doit presque être égal au temps de sommeil. Ce qui est impossible, bien entendu, dans la vraie vie. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de s'en rapprocher. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, par exemple, si je me couche trop tôt, par rapport à mon heure, entre guillemets, physiologique d'endormissement. Par exemple, je suis plutôt couche-tard, lève-tard, je vais m'endormir, admettons, vers minuit. Si je me couche à 10 heures, j'ai besoin d'un temps de sommeil de 8 heures. Ben, et si je programme, enfin, j'ai prévu de me réveiller à 7 heures, forcément, mathématiquement, je suis trop dans mon lit par rapport à mon besoin de sommeil. Hein, je Mm. me lève à 7 heures, je me couche à 10 heures. Ça veut dire que je suis 9 heures dans mon lit. Si j'ai un besoin de sommeil qui est de 7h30, ça veut dire que je suis 1h30 trop dans mon lit. Mm. Alors, ce réveil en milieu de nuit, ça peut correspondre à ça. C'est-à-dire des gens qui vont se coucher trop tôt par rapport à leur heure d'endormissement et par rapport à leurs besoins de sommeil. L'heure de lever et l'heure de coucher, il faut toujours tenir compte en fait de son besoin de sommeil et de sa physiologie, donc de sommeil, de sa chronobiologie, c'est-à-dire encore une fois, est-ce que je suis plutôt couche-tard, lève-tard ou couche-tôt, lève-tôt. Ce qui fait que si je me couche trop tôt par rapport à mon besoin, mathématiquement, là dans l'exemple qu'on a donné, il y a 1h30 ou 1 heure, admettons, où forcément je ne vais pas dormir et potentiellement je vais être dans mon lit. Donc, Mm. l'idée, ça peut être aussi de rapprocher les bornes, entre guillemets, du sommeil, Mm. c'est-à-dire me coucher plus tard pour justement accumuler une fatigue, une pression de sommeil, pour avoir cette fatigue qui va me permettre de maintenir mon sommeil. Mm. Si jamais je me réveille la nuit, donc comme on l'a dit,
Qu'est-ce que je vais faire? Alors, bien sûr, je vais essayer de me rendormir. Se réveiller la nuit entre les phases de sommeil, puisqu'on a 4 à 6 cycles en moyenne de sommeil par nuit, qui sont d'environ 90 minutes. Mais comme on me disait tout à l'heure en préambule, le sommeil, c'est personnel. Donc, bien sûr, ces cycles, ils vont être différents parmi toutes les personnes. Et donc, si je me réveille parmi ces cycles, c'est normal. On se réveille tous entre les cycles de sommeil. Par contre, parfois, c'est tellement furtif qu'on ne va pas s'en rendre compte. Donc, on a l'impression de maintenir son sommeil. Ou alors, je me réveille et je me rendors tout de suite. Donc, dans ce cas-là, évidemment, ça ne me gêne pas et ce n'est pas considéré comme une plainte de sommeil, on va dire. Par contre, bien sûr, si au bout de 10 15 minutes, je commence à me retourner, me dire, zut alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne me rendors pas. Et bien sûr, ça commence à m'énerver et c'est encore plus compliqué, bien sûr, de se rendormir puisqu'on se dit, oh là là, je ne me rendors pas. L'idée, c'est plutôt de se lever et pas de rester dans son lit. Le sommeil, c'est plutôt du conditionnement, c'est-à-dire que je dois conditionner mon cerveau à je suis dans mon lit pour dormir. Donc, si je ne dors pas, je me lève. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le temps passé au lit doit presque être égal au temps de sommeil. Donc, si je ne dors pas, je ne reste pas dans mon lit. Donc, l'idée, c'est de se lever, d'aller dans une autre pièce, faire une activité plutôt soporifique. Mhm. En tout cas, pas quelque chose qui va être Stimulé. excitant, voilà, stimulant. Ou élever la température corporelle. J'ai des dames qui me disent, ah ben moi, quand je dors pas, je vais faire mon repassage. Ben non, ça va élever la température corporelle, donc ça marche pas. Et en tout cas, trouver une petite activité, je sais pas, faire des sudoku, des mots croisés, enfin voilà, trouver une petite activité qui convient. Et puis effectivement, quand les signes d'appel du sommeil reviennent, ben, dans ce cas-là, on peut retourner dans son lit et veiller pour se rendormir. Mhm. Voilà. Et en tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas rester dans son lit, et plutôt voilà, d'essayer de se lever pour faire autre chose. Et normalement, le sommeil va revenir et donc retourner dans son lit pour se coucher. Mhm. Est-ce qu'il y a des bonnes habitudes aussi à prendre pendant la journée, en fait, parce qu'on dit souvent qu'il y a le petit hamster, l'inconscient, on va dire, qui travaille la nuit, et on dit aussi, peut-être, hein, que c'est tout ça qui te fait te réveiller, en tout cas, il y a un stress chronique hein, que tu peux avoir. Euh, Tu penses qu'il y a des habitudes justement à prendre dans la journée aussi pour justement avoir un sommeil de qualité derrière? Alors, la première des choses qui va être importante, c'est d'être exposé à la lumière du jour, Mhm. puisqu'on sait que un des éléments, ce qu'on appelle un synchroniseur en médecine du sommeil, l'élément le plus important, c'est la lumière. La lumière, c'est vraiment un médicament. C'est un médicament de l'humeur, un médicament du sommeil, puisque c'est cette lumière du jour qui va frapper en fait sur la rétine et qui va permettre donc de synthétiser et plus tard de libérer la mélatonine quand on sera dans l'obscurité. La mélatonine, pour rappel, je pense que tout le monde en a un petit peu entendu parler maintenant, c'est cette hormone qui va permettre justement l'endormissement et qui va permettre le maintien du sommeil qui va être sécrété à des concentrations plus ou moins importantes pendant la nuit, ou en tout cas pendant l'obscurité. Et donc, cette mélatonine, elle ne peut être sécrétée que si on est exposé à une certaine dose de lumière du jour et de préférence le matin pour pouvoir s'endormir à une heure, on va dire, adaptée et concrètement, donc le soir. Donc ça va être important. Si des personnes qui sont dans des bureaux totalement, par exemple, qui travaillent la journée dans des endroits totalement clos et sans lumière, ça arrive, hein. Ce sont des personnes qui ont un sommeil qui sera beaucoup moins réparateur, qui auront beaucoup plus de mal à s'endormir, à avoir un maintien du sommeil la nuit. Voilà, c'est quelque chose qui va être plus compliqué. Donc, ces personnes-là, c'est important pour elles, par exemple, d'aller à leur travail à pied si c'est possible, en vélo, enfin, ou d'aller chercher leur pain, promener le chien. En tout cas, d'être exposé à la lumière du jour une certaine durée pour justement pouvoir bénéficier de cette lumière pour plus tard bénéficier de la mélatonine donc qui sera induite. Ensuite, bien sûr, il y a tout le stress accumulé.
Donc, le stress accumulé, on sait que voilà, il y a des gens qui arrivent à bien, notamment au niveau professionnel, il y a des gens qui vont arriver à bien décompresser, faire la part des choses, arriver à, comment dirais-je, à tourner la page à partir du moment où on a quitté son lieu professionnel et son activité professionnelle. Et dans ce cas-là, bien entendu, ce sera plus facile d'être plus zen, de mieux s'endormir et de plus avoir le petit vélo qui tourne dans la tête sur le dossier X ou Y. Et puis, bah, pour certains, ça va être plus compliqué. D'autant qu'aujourd'hui, la vie professionnelle, on sait qu'elle entre de plus en plus dans la vie personnelle, Mm. puisqu'il y a de plus en plus de gens qui sont en télétravail, qui sont connectés avec leur smartphone, leur ordinateur à la maison. Donc, c'est compliqué de séparer parfois à la maison bah, la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Donc, évidemment, c'est plus compliqué justement de faire ce switch en fait entre bah, justement la vie personnelle, enfin la vie professionnelle, puis la vie personnelle. Il faut trouver, je pense, un sas de décompression. Voilà, un petit peu de méditation, un petit peu de yoga, du... un cours de sophrologie, pourquoi pas. Voilà, on parlait tout à l'heure du sport le soir, qui n'est pas forcément adapté, bien sûr, si c'est un sport tel qu'on l'a décrit, hein, qui vont Mhm. augmenter la température corporelle, qui vont être un peu plus dynamiques. Par contre, on sait que le yoga, la méditation, le qigong, ça fait ce qu'on appelle bah, une déconnexion du diencéphale et ça permet justement de se relâcher, de se relaxer et de mettre derrière ben, tout ce qui va être soucis, dossier professionnel ou en tout cas tout ce qui va concerner la vie professionnelle. Ça peut être une bonne technique. Ou la méditation, ou tout simplement, on a sur les smartphones maintenant plein de petites applications qui vont permettre justement de la relaxation, de se détendre, ou ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, Mhm. qui est quelque chose qui est intéressant aussi, voilà, pour se relaxer et justement abaisser cette tension qui peut être induite par la vie professionnelle, mais aussi parfois par la vie personnelle. Mm. Et justement, en parlant de lumière, là, crois-tu voilà, en période d'hiver, moi j'habite en Normandie par exemple, bon toi tu es en région parisienne, je pense qu'on a un petit peu le même temps, hein, c'est pas si loin. Comment on Oui, s'y c'est ça. prend justement? Est-ce que les appareils de luminothérapie, tu nous les conseilles justement, si jamais on n'a Alors, pas suffisamment? Ouais. les appareils de luminothérapie, oui, ils peuvent être tout à fait intéressants. Voilà, par exemple, prendre son petit déjeuner devant sa lampe de luminothérapie, notamment l'hiver, quand on n'a pas suffisamment bah, de lumière du jour, ou en Mhm. tout cas qu'elle apparaît tardivement, peut-être par rapport à son heure de début de prise de poste, on va dire. Donc, effectivement, oui, ça peut être intéressant. Et elle peut être intéressante aussi pour la dépression saisonnière. Encore une fois, Mhm. la lumière, c'est un médicament, donc ça peut être voilà, tout à fait intéressant. Mais voilà, aussi à voir avec son médecin en fonction voilà, des pathologies qu'on peut rencontrer. Mhm. Mais la lumière, oui, c'est quelque chose d'intéressant. La luminothérapie, c'est un outil qui est tout à fait bienvenu dans les problèmes de sommeil, justement pour permettre, encore une fois, cette sécrétion de mélatonine. Mhm. Et parlons de la part médicaments, justement, médicaments ou compléments. En tout cas, toi, comme tu as aussi cette casquette naturopathe, qu'est-ce que tu conseillerais justement pour aider au sommeil? Alors, je conseillerais toujours, et bon, ce que je fais à la pharmacie, c'est bah, toujours d'en parler à son médecin traitant ou à son pharmacien, parce que bah, le manque de sommeil ou en tout cas les pathologies du sommeil, ça peut avoir des conséquences importantes sur la santé des gens, soit au niveau comportemental, quand on en a parlé tout à l'heure, hein, créer de l'anxiété, etc., ou bah, avoir aussi une répercussion sur des maladies métaboliques, hein, comme bah, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, l'obésité. Hein. On sait qu'on a des hormones qui sont sécrétées la nuit, notamment la leptine et la ghréline, qui vont avoir une influence aussi sur le poids des conséquences endocriniennes. Donc voilà, quand on a un mauvais sommeil, c'est important d'en parler aux professionnels de santé qui nous entourent. Ça, c'est la première chose. Pour une plainte de sommeil qui va être, on va dire, épisodique
ou ponctuelles. Bien sûr, en pharmacie, on a pas mal de choses à notre portée, dans notre éventail. Alors, on parle beaucoup de la mélatonine, donc je ferai un petit focus là-dessus. Il faut quand même se souvenir que la mélatonine, elle est faite surtout pour l'endormissement et pour le décalage horaire. Voilà, c'est des problèmes de synchronicité en fait des phases, on va dire. Voilà, la mélatonine, elle n'est pas forcément bonne pour tout le monde, donc c'est important encore une fois, voilà, d'en parler avec un professionnel de santé. C'est pas, je ne dors pas, pouf, je prends de la mélatonine, ça marche pas comme ça. Et encore une fois, le sommeil c'est personnel, donc il faut être sûr que c'est adapté pour soi, pour soi. J'insiste parce que les gens, dans la mesure où la mélatonine est maintenant sous, enfin, comment dire, en libre accès, c'est-à-dire sans prescription, et que c'est entre guillemets un petit peu à la mode, les gens ont un petit peu tendance à se diriger vers ça. C'est pas forcément adapté et ça peut désorganiser un petit peu le sommeil des gens suivant les cas. Donc voilà, encore une fois, c'est important d'avoir un avis d'un professionnel. Et pour ce qui concerne la phytothérapie, il y a effectivement des plantes qui peuvent être très intéressantes. Et encore une fois, bah, il faut se reporter aux contre-indications des plantes. Donc, encore une fois, demander à un professionnel de santé. La valériane est une plante qui peut être intéressante pour le sommeil. C'est une des rares plantes qui a montré son efficacité par étude clinique, hein. On sait officiellement qu'elle est très efficace voilà, sur le sommeil. Personnellement, je la conseille plutôt en gélule ou en tout cas en complément alimentaire. Je rappelle juste que la valériane, c'est l'herbe à chat, donc ça sent pas très bon. Donc en tisane, ça peut être compliqué. Il n'y a pas forcément suffisamment d'actifs ou d'actifs, en tout cas hydrosolubles, donc ils vont aller dans la tisane. Donc voilà, en gélule, ça sera toujours mieux. Et puis moi, il y a une deuxième plante que j'aime bien qui est la mélisse. La mélisse, c'est une plante aussi qui a peu d'effets indésirables ou de contre-indications et qui est la grande plante, en fait, comment dire, qui agit qui est une grande antispasmodique, donc qui va agir sur les spasmes, soit du premier ou du deuxième cerveau. Mhm. C'est-à-dire une plante qui va agir sur les émotions, aussi au niveau intestinal, et qui est la grande plante de la prise de recul. Donc, pour les gens qui sont stressés, qui vont ressasser des soucis, c'est une plante qui va être intéressante. Donc, moi, c'est une plante que j'aime bien parce qu'elle est facile à manier, assez peu de contre-indications. Voilà, en attendant, par exemple, une consultation chez le médecin du sommeil ou chez le généraliste s'il y a d'autres soucis, enfin, d'autres éléments. C'est une plante, voilà, qui peut être intéressante. Après, il faut toujours penser au magnésium, parce que le magnésium, on en manque tous. Le magnésium, on sait que en période de stress, on va l'éliminer par les urines. Donc, globalement, on est tous quand même en manque de magnésium. Donc, un apport en magnésium, ça sera toujours bénéfique. Ça va permettre d'apaiser les personnes. Le magnésium, je rappelle que c'est plus intéressant de le prendre le matin et le midi et plutôt à petite dose. Le magnésium, plus il va être pris sous forme de dose importante, moins on va l'absorber. Donc, je Mhm. préfère, moi, personnellement, un peu le matin, un peu le midi. On évite le soir parce que le magnésium, en fait, quand il rentre dans la cellule, il organise une foultitude de réactions biochimiques dans la cellule qui que cette petite énergie qui est créée par ces petites réactions biochimiques, certaines personnes peuvent être empêchées de dormir. Ce qui apparaît être un contresens, hein, puisque le magnésium est censé apaiser. Mais pris le soir, ça peut avoir ce petit effet. Donc, on préfère le matin et le midi. Voilà, ça c'est déjà trois choses qui peuvent être intéressantes à utiliser, voilà, si on a des problèmes de sommeil, par exemple. Et puis, encore une fois, tout ce qui va être méditation, prise de recul, pas faire des choses excitantes, énervantes, agitantes le soir pour permettre d'entrer dans de bonnes conditions dans le sommeil. Voilà. Le film d'horreur le soir, évidemment, c'est pas le bienvenu si on veut bien dormir. Mhm. Euh, Est-ce que tu penses qu'on a oublié des petites choses, en tout cas des conseils qui pourraient être donnés aux femmes en burn-out et qui justement ont un sommeil qui est un véritable yo-yo aussi? Est-ce que tu vois d'autres choses encore ou déjà on a parlé de pas mal de choses qui peuvent leur servir?
Alors, ce qu'on peut conseiller, je pense, à tout le monde, mais aussi aux personnes qui vont être en burn-out, c'est d'avoir un rythme de vie régulier. Parce que la régularité pour le sommeil, c'est quelque chose qui est très important. Et ce qu'on sait pour avoir un bon sommeil, c'est d'avoir une borne qui est l'heure de lever, qui est très importante, et d'essayer d'avoir une heure de lever qui va être identique ou à peu près tous les jours de la semaine. L'idée, c'est, par exemple, je me lève à 7 heures le matin tous les jours de la semaine et puis je me dis, j'ai mal dormi en fait cette semaine, donc je vais faire une bonne grasse matinée dimanche et je vais récupérer de mon retard de sommeil. Mhm. Malheureusement, la dette de sommeil, ça ne se récupère pas sur une nuit, ça se récupère au fil de l'eau. Et faire une grasse matinée, par exemple, je me lève à 11 heures, alors qu'en semaine, je me lève à 7 heures. Ça nous fait un décalage en fait de 4 heures, ce qui fait que c'est un petit peu comme une hôtesse de l'air et un décalage horaire. Parce que la nuit, il se passe plein de choses, il y a plein d'hormones, plein de sécrétions qui se passent, et en fait, en une nuit, on désorganise tout. Parce que l'organisme, en fait, il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit, attends, toi, d'habitude, tu te lèves à 7 heures, là, aujourd'hui, c'est 11 heures, donc j'ai sécrété ça à ce moment-là, alors qu'en fait, il aurait dû... Et en fait, je vous dis, c'est comme un décalage horaire. Je vais avoir du mal, en fait, à resynchroniser, en fait, mes cycles. Et on dit, alors si vous discutez avec une hôtesse de l'air, elle va nous dire ça, hein, c'est qu'il faut à peu près un jour par heure de décalage horaire pour être, on va dire, bien dans mes baskets. Donc, Mhm. si je me décale de 4 heures, c'est-à-dire qu'il va me falloir 4 jours pour récupérer. Et après, pouf, je suis déjà dans la fin de semaine suivante. Ce qui fait que déjà, rien que par ça, je vais un petit peu déstabiliser mon sommeil. Alors, je sais que c'est compliqué, hein. Il y a des anniversaires, il y a des fêtes, il y a plein de choses hein, qu'on peut faire le week-end. Mais dans un monde idéal, c'est ce qu'on devrait faire. Voilà, avoir une régularité vraiment, au moins dans l'heure du lever et puis dans l'heure de coucher, si possible. Mhm. Et par rapport aux siestes, justement, est-ce qu'il est préférable d'en faire? Parce que justement, les femmes en burn-out, en tout cas, elles se rattrapent un petit peu l'après-midi. Voilà. Personnellement, moi, j'adore faire une petite sieste courte. Ça me ressource. Faut pas qu'elle soit trop longue. Qu'est-ce que tu en penses de la sieste? Alors, la sieste, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'elle soit courte, brève, pour effectivement, je reprends ton terme, hein, se ressourcer, voilà, reprendre de l'énergie. Par contre, si elle va être trop longue, si elle est trop longue, on va empiéter sur le sommeil de la nuit suivante. Hmm. Et c'est là où, encore une fois, on risque de se réveiller et justement d'avoir ce temps mort pendant la nuit où on ne va pas réussir à dormir puisque, encore une fois, c'est mathématique. On a chacun un besoin de sommeil. Donc, la plupart des gens, c'est 8 heures. Après, on peut avoir des courts dormeurs qui peuvent dormir 6 heures, 6h30, ou des longs dormeurs qui vont dormir jusqu'à 10 heures. Mais prenons un schéma traditionnel, on va dire 8 heures de sommeil. Si je fais une sieste d'une heure ou d'une heure et demie l'après-midi, forcément, j'ampute sur ma nuit suivante. Et Hmm. donc, c'est là où je risque de me réveiller la nuit. Hmm. Donc voilà, l'idée c'est, comme on disait, on a une pression de sommeil qui va s'accumuler au fil de la journée et d'arriver en fin de soirée à avoir une pression de sommeil optimale qui va être supérieure à ma pression d'éveil. Et donc c'est là où mon petit interrupteur veille-sommeil, il va passer du veille au sommeil et c'est là où je vais pouvoir m'endormir et dormir. Hmm. Voilà, donc une sieste brève, mais pas trop. Hmm. Après, on sait qu'on a tous cette petite baisse de vigilance physiologique en début d'après-midi. Hmm. Souvent, on dit, ah, c'est la digestion. Mais il y a aussi cette petite baisse de veille, donc la pression de sommeil qui prend un petit peu le dessus, où on est un petit peu moins vigilant en fait à ce moment-là. Donc ça Hmm. peut être un petit moment idéal pour cette petite sieste brève, Hmm. si vraiment on en a besoin. Ben écoute, Anne, c'était super intéressant ce que tu nous as dit aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour terminer, parle-nous un petit peu de, voilà, est-ce que tu as envie de nous parler de ton actualité ou de tes projets ou est-ce que tu as envie qu'on te
on te joigne? Enfin voilà, comment tu vois les choses? Voilà, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, mon actualité, je continue de développer en fait tout ce qui va être formation sommeil, notamment en entreprise, comme je le disais, notamment pour les personnes en horaire décalé, parce qu'on se rend compte malheureusement qu'elles ont un sommeil qui est très fragmenté, parcellaire, insuffisant, et donc avec un risque d'accidentologie, de difficultés dans la vie quotidienne. Donc, l'idée, c'est vraiment de les amener à s'organiser de manière optimale. Voilà, j'adore ça, intervenir en entreprise. S'intéressent beaucoup en fait au sommeil, ont envie d'apprendre et ont envie d'améliorer ce point-là. On se rend compte que le sommeil, c'est quelque chose qui est assez méconnu finalement. Souvent, les gens croient bien faire et ben, parfois non. Mm, Les problèmes de sommeil, on sait qu'il y en a de plus en plus, donc il y a de plus en plus de gens effectivement qui sont malheureusement concernés par ça, hein. On sait que le sommeil des Français, il a diminué depuis plusieurs décennies maintenant d'au moins 1 heure. On sait qu'il y a beaucoup de Français qui dorment moins de 7 heures, voire 6 heures par nuit, hein, ce qui est insuffisant pour la plupart des gens. Donc, je continue de faire ça. Et puis, à l'officine, bah, on a mis en place un certain nombre de choses. On fait du dépistage de l'apnée du sommeil, puisque l'apnée du sommeil, c'est quelque chose qui émerge, enfin en tout cas la connaissance de cette pathologie est émergente. Néanmoins, on sait qu'elle est vraiment sous-diagnostiquée. Donc, nous, on fait pas mal de dépistage quand on a des plaintes justement de sommeil non réparateur, de gens qui se lèvent un petit peu trop la nuit pour faire pipi. Voilà, donc on sait que voilà, ce sont des signes qui nous orientent vers potentiellement cette pathologie. Évidemment, nous, on n'est pas des médecins, hein, on reste en pharmacie. Néanmoins, on a un rôle en santé publique et en prévention qu'on prend à cœur. Donc, et en tout cas, nous, à la pharmacie, vraiment. Donc, on participe à ce côté santé publique par le dépistage de l'apnée du sommeil. Et puis, on a mis en place aussi la location de lampes de luminothérapie mm, pour justement, comme on disait tout à l'heure, la lumière est importante pour l'humeur, pour un bon sommeil. Et donc, thérapie, justement, on essaye en tout cas à bon escient pour les gens qui ont des problèmes de sommeil ou ceux qui sont en jet lag, parce qu'on a pas mal de gens qui travaillent à l'étranger ou en tout cas qui sont pas mal en déplacement, donc avec du décalage horaire important dans un sens ou dans l'autre, hein, vers l'est ou vers l'ouest. Et puis, la luminothérapie, ça peut être aussi intéressant pour les personnes âgées qui sont en EHPAD, puisqu'elles sont entre guillemets enfermées ou en tout cas pas tellement exposées à la lumière du jour et donc avec des problèmes de sommeil qui sont induits. mm. Donc voilà, on est plutôt sur ces axes de développement-là, intéressants, enrichissants et offre un contact avec notre patientèle nouveau et vraiment très sympa. Mm. Merci beaucoup, Anne, en tout cas. Avec plaisir, Claire. Ouais. Et puis, bah, je te dis à bientôt, en tout cas, on reste connectés. Merci beaucoup, Claire. Bonne journée. Merci. Au Au revoir. revoir.